Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. D'abord, aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais avant-hier, c'était la fête du journal Le Nouvelliste. Quand je dis fête, c'était l'anniversaire du journal Le Nouvelliste, 126e anniversaire du journal. Et c'est à raison de dire que c'est le quotidien le plus âgé, le doyen de la presse en Haïti. À cette occasion, nous avons le privilège de recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point, M. Max Chauvette, qui est le PDG du journal Le Nouvelliste. C'est vrai, le cœur n'est pas à la fête. D'ailleurs, juste avant de passer à l'antenne, je lui ai posé une question, à savoir, est-ce que l'on a simplement commémoré et qu'on n'a pas célébré? Sa réponse était automatiquement non, on n'a pas célébré. Monsieur Chauvette, bonjour, bienvenue à Métropole. Plaisir de vous avoir. Bonjour Wendell, merci de me recevoir. On n'a pas célébré. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Bon, effectivement. Et tout d'abord, c'était notre 126e anniversaire. L'année dernière, pour les 125, on avait quand même célébré entre nous. Et une institution aussi vieille que Le Nouvelliste, c'est difficile de célébrer chaque année. Nous avons décidé de célébrer chaque 5 ans. On célébrera grandiosement, si l'occasion se présente, le 130e anniversaire. Mais pour le moment, on se contente de se regrouper, de réfléchir, entamer une réflexion profonde sur ce que sera Le Nouvelliste dans les prochaines années. Il est vrai qu'en général, on commente l'actualité, on parle de l'actualité, que ce soit au Nouvelliste ou dans n'importe quel média. Mais pour cette occasion spécifique, je voudrais revenir sur l'historique du Nouvelliste. Ça pourrait aider les jeunes journalistes, les jeunes, ou encore tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par le travail de la presse. On a commencé comment avec Le Nouvelliste? Bon, l'histoire du Nouvelliste qui fête 126 ans, qui a fêté 126 ans hier, je vais essayer de la résumer d'une manière assez succincte, oui. Le journal a été fondé en 1898. Alors, à la base, il y a M. Guillaume Chéraki, qui était journaliste et qui avait, les années auparavant, fondé un journal qui s'appelait Le Quotidien. Et ce journal était imprimé dans les presses commerciales de M. Henri Chauvet, mon arrière-grand-père. M. Chéraki a tenté une seconde expérience en lançant, le 1er mai 1898, Le Matin, un journal qui s'appelait Le Matin, toujours sous les presses de M. Henri Chauvet. Après quelques mois de fonctionnement, difficultés économiques, problèmes de gérer le journal, il s'est associé avec son imprimeur, alors je parle de M. Chéraki, et ils ont fondé Le Nouvelliste. Tout en disant dans l'éditorial de cette première édition du Nouvelliste que c'était la continuation de Le Matin. C'est pour cela que nous avons gardé la date du 1er mai et non celle du 1er août, qui est 1899, qui est la date de parution du premier journal titré Le Nouvelliste. Donc, Le Nouvelliste est une continuation de Le Matin qui avait été fondé par M. Guillaume Chéraki. Donc, aucune différence, aucune nuance dans les lignes éditoriales? Non, pas vraiment, parce que dans l'éditorial de fondation, alors du Nouvelliste, il était dit que c'est un journal qui avait une vocation commerciale et qui était au-dessous de tout courant idéologique, parce qu'à l'époque, la plupart des journaux, c'était des journaux de partis, de partis politiques, exactement. C'est le premier journal qui s'est donné comme objectif de durer dans le temps et d'être une entreprise commerciale au service de tous. Et Dieu merci, ils ont pu garder cette ligne.
Au cours des années, M. Pierre Chauvet, non, alors je parle de M. Henri Chauvet et M. Cheraki se sont retirés et ont cédé, ont vendu le journal au fils de Henri Chauvet qui s'appelait Ernest Chauvet, mon grand-père. Et M. Ernest Chauvet, lui, l'a passé à ses deux fils, Pierre Chauvet, et le père de Bobby, et Marc Chauvet, mon père. Donc, dans la lignée Chauvet, nous représentons Pierre Chauvet Junior et moi, la 4e génération. En gardant toujours la ligne directrice, la ligne fondatrice, comme me disait toujours mon mentor, qui a été Lucien Montas, on peut tout dire, c'est surtout la façon de le dire. Il faut savoir trouver la façon élégante de le dire. Le journal est un journal indépendant, c'est un journal qui offre ses colonnes à tous les courants divers. Et comme on le dit souvent, on peut combattre les idées, on peut s'attaquer à des idées, mais on respecte la personnalité des gens. Et c'est ce qui a fait l'histoire du Nouvelliste et c'est ce qui justifie que, au-delà des turpitudes de l'histoire d'Haïti, des événements et tout, que le journal a pu continuer à fonctionner et être l'organe de presse le plus ancien du pays et le quotidien le plus ancien de la Caraïbe. De Henri Chauvet, on est passé à Ernest Chauvet, à Pierre Chauvet, aujourd'hui c'est Marc Chauvet. Est-ce que le chemin est tracé pour l'avenir? Est-ce que vous avez des enfants qui sont intéressés? Bon, j'ai 2 fils et une fille. Et... Est-ce qu'ils sont intéressés? Oui, ils sont intéressés, mais ça va dépendre des prochaines années, ça va dépendre comment la situation évolue, parce que nous sommes à un tournant pour la presse en général. Il y a des changements technologiques qui s'opèrent, il y a des habitudes de consommation de l'information qui changent, qui évoluent, et la vitesse de l'information... Et qui se perdent aussi. Oui, la vitesse de l'information devient une priorité. On a de nouveaux médias, de nouvelles façons d'informer, il y a les réseaux sociaux maintenant. Donc tout ceci fait qu'il y a une grosse réflexion qui doit être faite et on y est en plein là-dedans et on verra comment l'avenir se présentera. Donc c'est ouvert, disons. Oui, et c'est pas sans difficulté qu'on a réussi à boucler ce 126e anniversaire. Je ne veux même pas encore évoquer ce qui s'est passé récemment, l'attaque, pillage du journal Le Nouvelliste, mais à travers les ans, vous avez dû faire face à des difficultés d'ordre politique aussi. Comment vous avez fait pour vous y prendre? Étonnamment, la seule période où on a eu des difficultés, où le directeur d'alors, Ernest Chauvet, avait été arrêté, c'est sous l'occupation américaine. Et nous, malgré tout ce qu'on dit, malgré tous les différents gouvernements qui se sont succédés, légitimes ou illégitimes, de facto ou réguliers, whatever, le journal n'a jamais été affecté. Des menaces, oui, ça, et nous sommes tous dans le métier de la presse, nous savons qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on a toujours des gens qui sont pour le type d'information que vous donnez, il y a des gens qui sont contre, et très souvent, nous gardons notre ligne, nous ne changeons pas, ce sont les gens qui changent de position, soit lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils ont une attitude, une perception du média, lorsqu'ils sont au gouvernement, ils ont une autre perception. Donc ce sont les politiciens qui changent, ce ne sont pas les médias qui changent. J'ai entendu les gens s'affirmer que c'est une très bonne chose. Effectivement, moi je pense que de toute façon... Quand on vous critique comme ça... Vous ne laissez pas indifférent, au moins, parce que c'est la chose la plus dure, qu'un média laisse le public indifférent. Oui. Maintenant, et ça c'est pour l'historique du journal, maintenant parlons du présent. On avait beaucoup de pleurs, des larmes, on n'a pas versé des larmes de crocodile, mais de vraies larmes en apprenant que ce patrimoine a été attaqué par des bandits. Écoutez, c'est un des patrimoines qui a été attaqué, parce que la réalité, c'est que la rue du Centre, c'est une rue très particulière, je l'appelle moi la rue du Centenaire, parce que, étrangement, dans 2 blocs, entre la rue Pavée et la rue du Champ-de-Mars, sur la rue du Centre, il y a plusieurs institutions centenaires qui se retrouvent. Il y a Saint-Louis de Gonzague, la Bibliothèque nationale, Élie Dubois, les presses nationales et le Nouvelliste, distancés de moins de 100 mètres à peu près au maximum.
Donc, c'est vraiment la rue du patrimoine. Et toutes ces institutions ont été attaquées et vandalisées. Donc, ce n'est pas une attaque ciblée, loin de là. Donc, simplement... On n'a pas été attaqué parce qu'on est nouvelliste. Voilà. Je pense que c'est parce que le bas de la ville Est délaissé, disons, est aux mains des bandits, des gangsters, comment les appeler, je ne sais pas, en tout cas d'armes armées qui... Disons, l'État n'existe pas dans cette zone-là. Il n'y a pas d'État. Et c'est parce qu'il n'y a pas la présence de l'État que nous nous trouvons dans cette situation. Vous avez eu le temps d'évaluer les dégâts? Non, pas vraiment. Il n'y a pas moyen d'y arriver. On s'organise pour le faire, mais ça demande aussi la protection de la police et tout, parce que ce sont des zones de non-droit, ce sont des zones perdues, je peux dire jusqu'à la rue de l'enterrement. Ce sont des zones inaccessibles maintenant. N'importe qui s'y rend est fouillé et menacé et dépouillé. Vous êtes en train de nous dire, M. Chauvet, que tout le centre-ville, tout le bas de la ville est délaissé, est aux mains des hommes armés aujourd'hui. Effectivement. Et ça s'est fait graduellement. La limite, à un moment donné, se trouvait à la Grande Rue. Maintenant, c'est à la rue du Centre. C'est passé à la rue du Centre. Maintenant, c'est monté à la rue de l'Enterrement. Et vous savez, ces jours-ci, ils attaquent régulièrement le Champ de Mars et le Palais National. Donc, c'est une progression lente, mais méthodique d'occupation du territoire. Expliquez-nous, M. Chauvet, votre compréhension de ce qui s'est passé. Vous avez dit que le nouvelliste n'était pas ciblé, mais quand même, c'est le nouvelliste, c'est écrit le nouvelliste. Ensuite, il y a d'autres structures qui ont été également attaquées, les églises, les écoles, les facultés ont été attaquées. Pourquoi est-ce que ces gens-là s'en prennent à ces structures qui ne font que garantir l'avenir des générations à venir? Pourquoi? Comment peut-on l'expliquer? Bon, je n'explique pas, mais je peux avoir ma propre compréhension des choses. Je dirais que ce qui est grave, c'est qu'ils ne font qu'un distinguo entre ce qui est patrimoine et ce qui ne l'est pas. Ça montre la profondeur du problème. C'est un problème sociétal, c'est un problème d'une jeunesse abandonnée, d'un pan de la société complètement abandonnée, livrée à elle-même, qui n'a pas de repères. Et donc, c'est un problème profond. C'est un problème économique, c'est un problème social. C'est comme si ce sont des gens qui n'ont aucune attache, aucun lien avec l'histoire, avec le patrimoine de ce pays. C'est ce qui est grave. Je ne crois pas qu'ils en veulent particulièrement au patrimoine, ils veulent détruire. C'est qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est quoi un patrimoine. Alors, permettez-moi de faire ce coq à l'âne. J'ai un ami qui vit à l'étranger et qui a perdu une maison. On a pillé la maison et on l'a incendiée après. La semaine dernière, toujours dans la même zone, on a pillé une deuxième maison et on l'a incendiée après. Cet ami-là voulait avoir des explications. Il a dit, OK, on peut comprendre que les gens ont besoin de piller, de voler et de revendre ce qui se trouvait à l'intérieur d'une maison attaquée. Mais cet acharnement ou encore cette volonté de piller, d'incendier après, on n'a pas encore d'explication à cet acte-là. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que, écoutez, ce n'est pas généralisé parce que lorsque vous réfléchissez à l'étendue du centre-ville, effectivement, il y a eu quelques bâtiments brûlés, mais c'est très peu par rapport au nombre de bâtiments qu'il y a au centre-ville. Et je pense que, vous savez, lorsqu'un jeune qui n'a jamais eu l'occasion d'aller à l'école et qui pense qu'il n'aura pas la possibilité d'aller à l'école, et piller une école... ne veut rien dire pour lui. Ne veut rien dire pour lui. C'est-à-dire que... Et c'est là le fond du problème. C'est là qu'il y a un travail profond à faire, il y a un travail de compréhension. Et je crois que c'est un pays qui a coupé tous les ponts qui reliaient les différentes couches sociales de ce pays. C'est un pays qui vit en différents îlots. Et morcelé. Voilà. C'est un pays morcelé, divisé. C'est la somalisation. Aussi simplement que ça. Si l'on doit revenir au journal Le Nouvelliste, M. Chauvet, ce serait absurde de vous dire quand recommencer, mais je peux vous demander, avec votre permission, comment recommencer? Au bas de la ville, évidemment. Ah voilà. Disons que les grandes victimes, c'est avant tout
les lecteurs fidèles, réguliers de la version papier du journal. Ce sont des gens qui sont des abonnés de dizaines d'années, qui sont habitués, et qui ont un âge certain, je dirais, et qui sont habitués à lire le papier journal. Eux, il faudra qu'ils changent d'habitude. S'ils veulent continuer à s'informer aux nouvellistes, ils devront s'adapter à la version électronique, qui fonctionne depuis des années, que nous essayons d'améliorer et que nous comptons développer davantage. Et vu les circonstances que nous n'avons plus de version papier, que nous n'avons plus de recettes d'abonnement, que nous n'avons plus de publicité dans la version papier et tout, pratiquement pas, il y a très peu. Et donc, nous espérons, dans les 2 mois à venir, introduire un paywall, c'est-à-dire une version papier sur le site, et permettre, donner l'accès. Pour avoir l'accès, il faudra payer un minimum, et ceci peut-être nous permettra de générer des ressources, parce que vous savez, sans recettes financières, un organe de presse ne peut subsister. Et si nous voulons un journalisme de qualité, si nous voulons une information de qualité, ça a un coût. Et j'espère que les lecteurs du journal ou ceux qui lisent le journal sur le site comprendront cette nécessité. Ça sera leur façon à eux de soutenir le journal. Maintenant, côté rentabilité de la version papier à la version électronique, qu'est-ce qui rapporte le plus? Bon, aujourd'hui. Non, pour le moment, la version électronique est gratuite, donc la version électronique ne rapporte rien du tout. C'est pour cela que nous allons introduire bientôt un système de paiement où l'abonné en ligne devra, pour avoir accès au texte, payer un minimum. À ce moment-là, on pourra faire la comparaison. Mais il n'y a pas de doute que lorsque vous avez des zones perdues, lorsque le journal version papier ne peut pas être distribué à Carrefour, ne peut pas être distribué en plaine, ne peut pas être distribué au centre-ville, et au fur et à mesure que nos abonnés qui ont un profil bien particulier et quittent le pays, donc on a de plus en plus d'abonnés fidèles qui sont à l'étranger maintenant. Donc la version électronique nous permet de garder contact avec eux et eux de garder contact avec nous. Donc, je ferai un bilan dans les 6 mois à venir pour voir si ça a marché et si les gens ont répondu présent et s'ils se sont inscrits sur le site. L'avantage, premièrement, c'est que là, on atteint des Haïtiens ou des lecteurs à travers le monde. Deuxièmement, la rapidité, la vitesse de l'information. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, la vitesse de l'information s'est accélérée. Traditionnellement, un journal est préparé la nuit, imprimé le matin et livré au cours de la journée. C'est-à-dire l'information est lue par le lecteur vers les 10h, 11h du matin. C'est déjà trop tard. Alors que sur le site, cette information est disponible depuis 3h, 4h, minuit, 1h, 2h du matin. Donc, et les gens sont pressés d'avoir l'information. Donc, je pense que le site a beaucoup d'avantages. Et la version électronique. Et je pense que les autres médias, radio, télévision, doivent penser bientôt à trouver une formule où c'est l'auditeur ou le téléspectateur qui paie et non plus dépendre uniquement des abonnements ou bien des publicités, je veux dire. Plutôt, oui. des publicités. De nombreuses entreprises en Haïti ont dû faire face au paylock politique, au confinement provoqué par les politiques. Ensuite, il y a le Covid qui a provoqué un deuxième confinement. Aujourd'hui, c'est le coup de grâce, je dirais, l'insécurité. Pour tenir, il faut avoir les reins solides. Vous avez dû renvoyer vos employés, des employés? Effectivement, écoutez, et nous avons une 60aine de distributeurs de journaux, de facteurs, comme on les appelle. Bon, maintenant, ils ont été mis en disponibilité. Le staff a été réduit, les capacités, toute l'équipe technique a été suspendue. Donc, effectivement, il y a un coût humain important. Mais on continue, même on a dû imposer des réductions de salaire à nos collaborateurs. Donc, nous sommes en mode de survie actuellement. Et c'est pour cela que d'ici 2 mois, si nous générons des revenus de la version électronique, on espère pouvoir retourner à la normalité. On n'est jamais approché par des mécènes, des sponsors à l'étranger
qui, par exemple, s'offrirait volontiers ou encore comme volontaire pour faire marcher une entreprise vieille de plus de 120 ans? Jamais? Bon, écoutez, ça n'existe pas dans le monde. Il y a beaucoup de belles paroles, de promesses et tout, mais de toute façon, ça ne nous intéresse pas. On est fiers de notre indépendance, on a toujours pu survivre et pu tenir le coup, et on espère continuer à le faire. On n'est pas demandeur d'aide ou quoi que ce soit. Merci infiniment, Monsieur Chauvet. On va faire la pause et on reviendra pour parler de la journée mondiale de la liberté de la presse. Aussi, on parlera de la situation de la presse en général à cette occasion. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec là, ici à Métropole ce matin. Merci. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Max Chauvet est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec... Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Max Chauvet, PDG du journal Le Nouvelliste, est l'invité de ce matin. Alors, avec invité, nous on a parlé de Nouvelliste, côté le sorti pour arriver là, et nous sommes même arrivés dans une situation journée aujourd'hui que nous connaissons que nous avons attaqué. Alors, pendant avec nous là, nous allons permettre aux gens qui sont à l'étranger, qui quittent Haïti longtemps, ont une idée de ça n'a parlé de situation que nous avons évoquée, la côté Nouvelliste sorti pour arriver là aujourd'hui. Donc là, c'est... Ça, c'est rue du centre. Ça, c'est rue du centre, côté Nouvelliste hier même. Coup de caméra, ça a sorti de prison en allant vers rue des Miracles, vers rue Pavé. Oui, mais où est-ce que ça dans la rue? Ça, oui. Ah, bon, écoutez, en bas de la ville, là, bon, il y a des zones côté où c'est plate, cap, chose qui est pied bois, qui est en main hauteur, il y a plus dit ça fait au niveau de route Matissan, il y a dit pied bois levé là. Dans rue des Miracles, là. En rue des Miracles, rue Pavé, toute zone ça et pied bois levé. Pied bois levé. Pas dire que phénomène en bas de la ville, là. En fait, depuis le tremblement de terre, là, centre-ville, là, ils ont abandonné. Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas jamais fait un projet de tout projet de reconstruction, finalement, rien pas jamais fait. Nous n'avons pas jamais relevé centre-ville là depuis le tremblement de terre. Nous n'avons pas profité de ça pour créer des artères plus importantes. Parce que si vous regardez bien, on a un centre-ville qui était très fréquenté, mais avec des routes relativement étroites qui étaient maintenant là-dedans. Donc il n'y a pas eu vraiment une réflexion sérieuse comment créer artères de circulation importantes. Et ensuite, le premier monde qui a abandonné en bas de la ville, c'est l'État. Oui. Une bonne institution de l'État, ils ont monté. Ils ont abandonné l'État ou bien bandit courir derrière? Non, avant même bandit, ils ont commencé à quitter en bas de la ville. Là. Parce que s'il fallait relancer le bas de la ville, il fallait que des institutions prennent possession pour relancer le trafic. Un exemple, immigration, qui sont côté qui est très fréquenté. Haïtien pas jouer avec le passeport, ça, il faut descendre quand même à faire passeport. Si à l'époque, ils te mettaient le magasin de l'État, ou l'enterrement, en bas, on est quelque côté en bas de la ville, tape bon trafic. Et qui dit trafic, qui dit circulation, dit recul aussi des bandits, comme tu veux. Mais lorsque nous sommes abandonnés, les bandits sont plus à l'aise pour prendre possession. Oui, mais M. Chauvet, rue Pavé, son zone qui est toujours dense, et c'est ça qui fait que tu as un peu de monde qui était mort là dans le 12 janvier, tu es toujours grand pile monde là. Oui, mais depuis lors, ça qui fait pour rue Pavé. Ça qui fait, on finit en Grand rue, ça qui fait pour en bas la ville. Rien. Et ta Grand rue, il n'y a pas jamais entretenu Grand rue. Grand rue a quitté une fierté, c'est-à-dire que c'est une des routes les mieux réussies qui durait dans le temps, route en béton sous du Valier. Mais soit passer dans rue Pavé, soit sorti, disons, à partir de rue des Casernes ou pour aller vers Portail et Léogane, c'est une catastrophe. Bien avant que vous preniez contrôle de la ville. Là, oui. Donc, c'est l'abandon total de l'État. Alors, on a demandé, monsieur, pour nous nouvellistes, montrer-nous local nouvellistes, qui j'en voilà. C'est le nouvelliste. Donc, ils sont entrés dans le bâtiment ça. Oui, alors à côté du bâtiment ça, il y a une imprimerie commerciale qui est l'imprimeur,
que me possédait tout, et qui aussi a été, que yo fouillé, que yo visité, disons. Soit en donnant des mots très... Qui atténuent les choses. Ok, disons, les deux bâtiments ont été visités. Mais dis-nous, pas de résident encore dans zone ça, pas de monde qui... Pas de résident du tout. Encore. Depuis lors, Nouvelis là depuis plus de 100 ans. Nouvelis après nous un rapport de bon voisinage avec un pile monde qui était dans la zone là. Nous les tous, pas de youn qui là pour le moment. Pas de youn. Parce qu'ils sont agressifs. Ils sont allés à l'étranger ou bien allés en province ou bien... Non, t'es gagné jusqu'à dernièrement. Depuis l'attaque prison, bah, elle a tourné c'est-à-dire que le monde n'a pas qu'à circuler. Depuis le circuler, il a agressé. Depuis mon téléphone, il prend. Donc là, on va dire jusqu'à présent, dans les rues, c'est les bandits. C'est les bandits ou quelques personnes qui passent, qui traversent pour y aller de l'autre côté. Mais malgré tout, c'est risqué de leur part. Ils peuvent être ils ont qu'à prendre, ils ont qu'à interroger, tant pour qu'ils ne doivent pas quitter ou passer sans rien. Mais les habitants qui habitent, les résidents de la rue du centre ne sont plus là. Ils ont évacué, comme les gens de Carrefour-Feuille avaient évacué, comme les gens de Croix-des-Bouquets ont évacué. C'est-à-dire que c'est une zone pratiquement, le bas de la ville est mort, il n'y a pas de résidents. Bien entendu, il y a des quartiers après le bicentenaire ou des quartiers qui prospèrent, je dirais, comme le village de Dieu. Oui. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons, oui, nous ne parlons pas plus loin. Maintenant, question que je a posée, pas abandonner, occuper un espace, envahir un espace, côté que pas de monde qui vit là-dedans encore, pas d'activité commerciale, et yo qu'on a goumé pour le territoire, et maintenant, pour qui ça? Je ne connais pas. Par exemple, depuis des mois, il y a une bataille régulière pour gagner le contrôle Solino, pour arriver sous Nazon. C'est la progression. Et pas besoin de parler national, il y a besoin de sous-chaînement. Son progression, Radio Caraïbe, obligé de pratiquement, le bâtiment est là, mais tout le staff l'a déplacé, il va mettre de l'autre côté. Pour qui ça? Parce que il y a une pression ça qui fait qu'il y a monté. Si pas une prison mais sérieux, une réflexion sérieuse et une aide au niveau sécuritaire, toute zone ça a tombé dans mes bandits, c'est une question de temps. Est-ce que là, on dit nous qu'il faudra d'abord une réflexion avant une prise en main? Bon, et tout d'abord, il faut stopper l'hémorragie. C'est-à-dire les empêcher de progresser. Je ne suis pas expert en sécurité, mais il faut commencer par les stopper, les faire reculer, et ensuite, maintenant, venir avec des stratégies, je ne sais quoi. Ce n'est pas dans le domaine par moi, même dit que le défi pour ce gouvernement de transition est énorme. Parce que comment rétablir la paix, la sécurité, pour arriver à des élections, qui est le but ultime de ce gouvernement de transition. C'est d'arriver à des élections. Mais pour cela, ça passe par la sécurité, ça passe par un tas d'autres choses, la reprise économique. Parce que, on ville qui a beaucoup lié, quand on va jouer un électeur, côté où il on a parlé d'élection, électeurs côté où ils sont tous déplacés. Comment on va faire réflexion pour avoir les bureaux de vote? Comment on va le positionner? Il y a un peu de travail pour faire. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour tout profiter, expérimenter vote électronique, non? Peut-être pas, je n'ai pas d'expertise en la matière, mais ça demande réflexion. Parce que écoute, je suis persuadé que s'il y a 200, 300 000, comme c'est dit, c'est annoncé par les organisations internationales, qui déplacent de Port-au-Prince, il faut qu'à côté où il y a, que c'est au Cap au Caille, surtout c'est dans le sud d'y aller, il faut qu'à en mesure de voter de côté où il y a. Donc peut-être à ce moment-là, le vote électronique pourrait être une solution. Réaliste, mais je ne suis pas expert, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. C'est ça. Maintenant, on a une question, la presse, je dis, les difficultés liées au fonctionnement de la presse en général, je dis, en occasion de liberté de la presse. En fait, pas liberté de la presse, oui, journée mondiale de la liberté de la presse. Qui regarde, pour avoir travaillé dans le secteur pendant si longtemps, qui sont nous-mêmes travailleurs de la presse,
nos visions, si vous voulez, macro. Bon, dans une vision macro, on a dit que nous n'avons pas un problème de liberté de la presse. Peut-être nous avons un problème de trop liberté de la presse. Et ça, c'est le premier problème là. Deuxième problème là. Comment expliquer-le? Parce que maintenant, définition de la presse là élargie. La presse, lorsqu'on parlait de la presse avant, on parlait de l'écrit, journaux, l'audio, radio et télévision. C'était les trois véhicules pour faire passer l'information. Maintenant, il y a des réseaux sociaux qui viennent introduits. Il y a des réseaux sociaux, c'est-à-dire que chaque monde, chaque individu a une capacité de faire passer des informations qui peuvent être partagées par des centaines et des centaines de milliers de gens. Informations, ça y a pas répondre aux critères de sélection qu'un organe de presse se doit de faire. C'est-à-dire que ou même ou information, ou fait travail, ou vérifier, ou assurer, ou bien parfois fait pour le point de vue de l'autre partie, un travail que les journalistes apprennent faire, qu'ils étudient, qu'ils connaissent comment pour traiter l'information. Les médias sociaux, pas comme ça. C'est-à-dire que sont voyés monter à droite, à gauche. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de faire des cantations, tenter de réguler les bagages? Mais c'est la population pour faire des cantations. On ne peut pas un système, on ne peut pas contrôler ça. C'est à travers le monde. C'est-à-dire que les médias sociaux envahissent le monde. L'information sort maintenant de la base. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise chose en elle-même. Parce que une série d'informations que nous n'avons pas accès à lire, nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens pour nous couvrir tout le pays. Mais avec les réseaux sociaux, il y a des informations qui sortent de tous côtés dans le pays. Il y a un côté positif là-dedans. Mais le problème, c'est que les gens qui absorbent l'information, ils n'ont pas fait le distinguo entre des sources sûres ou bien ils boivent, ils tendent n'importe quoi. C'est peut-être un problème d'éducation, c'est un problème de formation. Donc, il faut que nous-mêmes, médias traditionnels, qui nous tous nous rentrons dans l'affaire réseaux sociaux à tout, pas qu'à dehors, faut nous imposer nous comme repère, comme source de référence pour que mon nom, dit dans des nouvelles là, qui dit qui était mal sur Radio Métropole pour moi s'il parlait de ça, qui était mal sur Ibo, qui était mal sur Kiskeya, qui était mal sur Magic 9. Si je ne m'attendais pas dans ça, bon, je vais un petit doute sur l'information. Donc, il faut nous servir des instruments de référence. Oui, mais est-ce que les ça n'ont pas lecteurs, auditeurs, en train de travail pour le faire, qu'on est là? Bon, moi, je pense tout qu'on a une société à la presse qu'elle mérite. C'est-à-dire que si la société n'a pas fait effort, s'il lui-même lui contenté de ça, c'est ça l'a gagné au détriment d'une presse professionnelle qui aura à disparaître si la population n'a pas de minimum d'exigence, de qualité, de vérité de l'information. Oui, mais tout le monde enclin à adopter la facilité. Donc l'autre là... Eh bien, dans ce cas-là, nous perdons du bataille là. Si nous pas qu'à... Si citoyens haïtiens pas qu'à faire pas arriver à un moment donné pour faire le distinguo entre la bonne information et la désinformation, nous mêler. Parce que ce qui va arriver, c'est que déjà, nous avons un problème dans la société noire, c'est-à-dire que je pourrais vous montrer depuis 10 ans, 15 ans, les émissions les plus sérieuses, ou bien, lors son patron de médias, disons, nous sommes patron radio, nous voulons faire une mission régulière sur l'environnement, ou bien sur la santé. Je ne vais pas bien pile écoute, c'est clair. Mais le problème là, c'est que je ne risque pas de jouer un sponsor. Sponsor lui-même, les poils mettent cobli dans une émission débile, grand public, que vous dites combien de monde qui suivent. Donc, il y a une responsabilité et des autres secteurs de la société à encourager la qualité. Il besoin de vendre du riant, il besoin de vendre... Voilà. Nous avons tendance à encourager la médiocrité dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour que vous compreniez, OK, même si l'émission ça supporter parce que c'est une émission de qualité, c'est une émission qui est bon pour le pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le réflexe des entrepreneurs. Et maintenant, on parle de sociétés qui gagnent presque le mérité. Et je veux dire, nous presque non dérive, parce que nous avons dit que l'un a joué l'autre. Tout. Question éthique, là, n'est presque pas existé encore. Quand on est travailleur de la presse, en plus de ça qu'on dit longtemps, que nous sommes bons menteurs, ou bien si nous sommes marchands de micro, qu'on est là, bagarre arrivé au niveau
déplorable. Et c'est peut-être à cette raison ça que je me pose une question tout à l'heure. On regarde le fonctionnement de la presse globalement. Et qui ça que tu as mérité changer là-dedans? Alors, on définit la presse, là, tout d'abord. Qu'est-ce que tu entends par presse? Moi-même, la presse, pour moi, c'est organe professionnel. Je ne vais pas mettre les réseaux sociaux et dans la catégorie presse là, parce que c'est exactement distinguer ça pour apprendre la population fait. Distinguer entre une presse professionnelle, Nouvelliste, Magic 9, Métropole et autres, c'est même mon association ANMH. Moi-même, fier de faire partie de l'association ça, parce que moi-même, je campé, je défends toute mon association, parce que je pense que il y a des problèmes d'idéologie avec des membres. Je ne vais pas partager même avec eux. Et c'est l'avantage à ANMH, c'est qu'il y a plusieurs idéologies différentes, il y a plusieurs sensibilités différentes, mais nous connaissons comment pour traiter l'information. Le Ibo a traité l'information, le Métropole a traité l'information, le Kiskeya a traité l'information, ils ont fait d'une façon professionnelle. Et tant d'autres, que c'est Kiskeya, que c'est Vision 2000, tous les membres, je ne vais pas citer parce qu'il y a une quarantaine de membres. Mais ils ont fait un travail. Et ils ont même, c'est presse ça que moi-même que je défends. Et je pense que presse ça, disons, société, la société n'a pas mérité presse ça. Parce que nous faisons trop efforts et je pense que l'effort nous fait pas assez apprécier. Mais nous avons des confusions ça qui créent avec une bande de réseaux sociaux ou bien des influenceurs sans crédibilité, qui disent n'importe quoi, et puis ces messages passés. Donc c'est là moi je dis que moi une société a mon cap écouter nouvelles yo, moi un peu responsable du fait que yo pour commencer à faire différence là entre l'information claire et professionnelle. Yo fait un pile comme tout monsieur Chauvet non ba menti, c'est comme si m'da dit société nous remezen tant que j'en dit tout à l'heure une belle émission sur l'environnement qui aide moun pour qui aider moun protéger tête yo, protéger l'autre, au pas besoin d'encouragement avec lui, mais ces émissions débiles pour reprendre exactement moi yo rapporter moun qui a fait en pile cob côté que faut relayer en pile après tête tout pour pas sombrer dans cette facilité pourtant rentable. Effectivement, mais écoute, le problème qui se pose aussi, l'autre danger qui se pose, c'est que le source de financement traditionnel là, qui c'est publicité, a diminué parce que l'entreprise n'a pas de moyens, choses là. Qui type de financement aux médias risque de gagner? Il n'y a qu'une autre source de financement, c'est l'argent sale. Moun qui est cobio, c'est moun qui fait cob dans drogue, c'est moun qui fait cob dans contrebande, c'est moun qui fait cob dans vente d'armes, c'est yo gen cob là. Donc comme ça, à un moment donné, li poil c'est li pour soutenir certains médias et nous parlons d'une situation encore beaucoup plus compliquée parce que les médias n'auront pas d'autres certains médias, il y a l'autre qui a toujours été comme il y a plutôt mouru que rentrer dans bail ça, mais il y a l'autre média pour survivre apprend comme ça pour quelqu'un. Donc le problème qui se pose c'est que on a des médias qui ont des financement toujours mais c'est pas financement formel là dans des institutions formelles comme là sorti de l'autre côté et on le voit déjà. Oui. Monsieur Chauvet, est-ce que dans perspective de redressement de cette situation regrettable à laquelle la presse en général fait face, est-ce que la NMH ou encore le Conatel ou l'AMI pas un rôle que nous sommes capables de jouer? Conatel là, je ne vais pas entrer à faire Conatel ça parce que je pense que Conatel là, d'après si je ne me pas trompé dans l'organique là, supposé qu'on conseil d'administration qui ne va jamais monter, qui ne va jamais fait et différents secteurs sociétés étaient supposés dans le conseil d'administration. Donc Conatel là, son organisme, c'est l'État, le gouvernement, toujours c'est le gouvernement au pouvoir qui contrôle Conatel. Bon, c'est la réalité. Et association yo gon rôle yo ka jouer parce que faut moun yo comprendre que l'association son rassemblement de propriétaires de médias disons qui a défendre intérêt secteur et par contre et dire que depuis tant a milité pour dire que il y a trop fréquence accordée parce que grand pile monde qui croit autant y a bail fréquence son bail qui bon pour la presse, c'est pas vrai. On est en train de nous tuer à petit feu en multipliant les fréquences. Parce que le méga taux
de revenus publicitaires qu'il y a est en train d'être, au lieu d'être partagé par 10, 15, 20, est en train d'être partagé par 60, 70, 80. Donc, on nous affaiblit tout en faisant croire qu'on est en pleine liberté de la parole. Mais le plus gros défi pour nous, quel type de pression que nous-mêmes, en tant que médias, en tant qu'association, nous qu'a fait sous quel que soit le gouvernement pour qu'il y ait de la transparence. Moi, que le plus gros combat c'est qu'il y ait de la transparence au sein de nos dirigeants, au sein de ceux qui prennent des décisions. Nous, par contre, côté décision, ça a sorti. Donc, c'est ça qui est important. C'est la transparence qui va permettre que une sorte de confiance qui rétablit entre les dirigeants de ce pays et les diverses couches de la société. Gagné, c'est aussi de nombreux reportages réalisés par des journalistes étrangers avec des chefs de gang. Qui gens vous comprenez ça, nous-mêmes au niveau de la NMH, par exemple? Bon, et moi-même, je dis qu'en ce qui a trait aux médias de la NMH, nous ne pas gang la parole. En fait, si vous regardez bien, gang, c'est dans les réseaux sociaux, ils font propre petites vidéos, il y a des gens qui font des vidéos pour eux, ils ont diffusé, ou bien il y a 2, 3 médias, de nouveaux médias inconnus, quelque chose. Mais les médias traditionnels, je peux dire à 90%, ils n'ont pas baillé la parole. Parce que, si vous regardez aux États-Unis, il n'y a aucun média qui a parlé avec El Chapo, il n'y a aucun média qui a parlé avec Ben Laden, et ils connaissent ça pour faire dans le pays. Mais comme c'est Haïti, tout est permis. Moi-même, condamné fortement à faire que vous ayez accès à gang ça et que vous avez la parole, et pour faire passer une image complètement fausse que ce sont des révolutionnaires. Des révolutionnaires de quoi? Ça vous fait jusqu'à présent. C'est crasé, seulement. Il y a détruit, il y a crasé, et puis il y a l'audace, il a fait des vidéos qu'il a montré tout Kobio, il a montré nouvelles richesses. Donc, ce sont les nouveaux oligarques de ce pays. Comme il y aurait aimé à critiquer les oligarques traditionnels, mais même ces oligarques, ils ont écoulé à tout. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, je condamne fortement le fait que ces médias viennent et trouvent accès avec la complicité de qui, je ne sais pas. Et puis, ça veut dire que les forces de sécurité de ce pays n'ont pas fait travailler correctement. Si simple que cela. J'en parlais là, globalement, alors puisque vous me posez des questions, regard global sur la presse, je suis capable de dire globalement, il y a un pile de monde qui, dans ce secteur, mais qui a des inquiétudes par rapport à l'avenir de la presse. Ou c'est où là-dedans? Je vais dire un petit bagage. Je dis que dans la presse actuelle, la presse formelle, là, il y a un pile mort vivant. C'est-à-dire que ils ont mouru, mais ils ne vont pas réaliser que ils ont mouru. Parce qu'ils n'ont absolument aucun revenu. Par contre, comment il a fonctionné, c'est peut-être 2, 3 personnes qui ont pédé à droite, à gauche. Mais le plus important, il ne faut pas voir l'organe de presse seulement, il faut voir les professionnels de la presse, il faut voir les journalistes. Beaucoup ont laissé le pays. Oui. Découragés par les perspectives. C'est-à-dire que, et encore, ressources humaines, que nous avons bien besoin pour presse là, n'a pas perdu. Et la presse, l'important de jouer, que nous sommes pays côté société civile, là, pas organisé, il n'y a pas de poids. C'est la presse qui joue comme ça. C'est la presse qui a bouché un bon trou dans le pays, une bonne institution qui n'a pas gagné. Toute bagage, c'est la presse. Ils critiquent nous, ouais, mais ils n'ont pas réalisé tout ça nous porter pour la société. Nous avons que on joue, que la population générale font réflexion pour qu'elle comprenne comment la presse là utile dans le pays tant qu'Haïti. En termes de respect de la liberté de la presse, comment ça y est? Comment ça y est en Haïti, je dis d'après vous-même? Bon, je ne crois pas que nous plus mal qu'avant. C'est-à-dire que, moi, Dieu, nous souffrons de trop de liberté d'expression. On dit n'importe quoi. Malheureusement, s'il y avait un peu plus de retenue, on se porterait mieux. Mais je ne pense pas que la liberté de la presse soit menacée. Maintenant, Elle sera menacée lorsque les institutions ne pourront plus économiquement survivre. Mais pour le moment... Non, mais c'est déjà le cas. Oui, mais écoute, à une époque, je me souviens, et sous Duvalier, lorsque les journalistes étrangers, à l'occasion du jour de la liberté de la presse, me posaient la question, oui, et la liberté de la presse, les menaces viennent d'où? Je me dis, écoutez, les pressions que nous recevons en général ne viennent pas du gouvernement. Ça vient très souvent de nos sponsors.
Les sponsors aussi, parfois. Des partisans zélés aussi. Les partisans zélés et les sponsors. On fait le focus sur le gouvernement. Non, les différents gouvernements sociétés ont une certaine subtilité, à part certains. Mais en général, la pression peut venir de partout. Lorsqu'on parle de liberté de presse, il ne faut pas voir gouvernement, presse. Il faut voir secteur des affaires, il faut voir société civile, il faut voir partis politiques, il faut voir les différents groupes d'intérêt qui, à un moment ou un autre, vous apprécient ou bien vous critiquent, selon côté intérêt. Oui. Donc c'est là le problème là. Presse en général, chaque média, il y a une ligne par ligne, il y a des gens pendant au pouvoir. Ils ont trouvé presse là, on dit méchant, mais là où j'aime dans l'opposition, presse là solide. Frappez, monsieur, frappez. On fait bon travail. Oui, à ceci s'ajoute, je me dis déjà tout, le comportement des partisans et des militants. Des militants zélés qui ont même vieilles œuvres, c'est eux même mauvaises œuvres, c'est eux qu'on fait. Bon exemple, c'est tu fais une interview, ou tu fais une interview. Les gens qui comptent interviewer, il y a dit ou pas assez du, ou pas assez chaud. Ça avec mon a dit je peux vous dire payable, on fait là avec professionnalisme. Voilà, c'est deux points de vue différents, mais nous-mêmes toujours fait travail nous gens qu'on fait. Oui, j'en sens bien là-dedans. Exactement. La mauvaise nouvelle, nous connaissons que un nouvelliste impliqué dans la foire du livre en folie. Nous sommes obligés de reporter toujours à cause de l'insécurité ou des troubles politiques. Insécurité en premier lieu avec conséquences économiques, dans le sens que avec blocage de port et tout, il y a pile imprimé qui pas gain étrange, qui pas qu'à imprimer le livre pour auteur. Il y a une réalité que les gens se déplacent de moins en moins, donc faire une édition en présentiel, c'est très compliqué. L'état d'esprit n'y est pas. Donc, nous décidons, pour la première fois en 30 ans, c'était 30e édition, reporter de quelques mois en espérant que les choses s'améliorent. Donc, on verra, on a pris le recul qu'il faut, parce que c'est un événement, et on y tient beaucoup. Nous créons l'événement ça, nous impactons sur le secteur culturel là, nous pas plaguer. Non pas blaguer. Bon, là encore, même si que le livre en folie est lié avec Nouvelliste, mais on a remarqué que nous mettons de côté momentanément question la presse. Là. Maintenant, le citoyen Max Chauvet a un mot à dire par rapport à cette crise née de la crise politique à partir de l'élection ou bien de la désignation d'Edgar Leblanc, d'un coordonnateur du Conseil. Est-ce que vous avez une compréhension de ce qui a passé là dans le pays? Vous avez attente tout même? Moi, j'ai une seule appréhension. C'est-à-dire que je change les différents CEP que vous formez. Vous avez demandé des différentes institutions présenter un candidat. Et le candidat, ça a choisi et vient faire partie CEP, il vient complètement indépendant. La presse, secteur de la presse, en plusieurs fois présente un candidat. Mais le candidat vient choisir et nommer, il n'est pas représenté la presse là encore. Et moi-même, c'est ça que je ne pas trouver dans le concernant, c'est que cordon ombilical n'est pas coupé entre les présidents désignés, les présidents choisis, président conseil là, et gros groupement politique qui derrière. Et là, c'est un gros problème, parce que ouais, tout ça qui est là, note de presse à sortir à droite et gauche, ce sont les regroupements politiques qui ont fait sortir note. Mais en fait, ces 9 personnalités, particulièrement les 7 qui ont le droit de vote, auraient dû afficher une indépendance ou avoir leur indépendance et voter et décider en tant que citoyens haïtiens au service de la République et non pas en tant que représentants. Ils ne sont plus des représentants de leur parti. D'après moi, c'est comme ça que j'avais interprété ce collégial-là. Mais j'ai l'impression que là, en fait, ce sont les partis politiques qui forment le collégial et non des individus. Avec toutes conséquences que ça est capable de gagner, tout? Toutes mauvaises conséquences que ça peut gagner, c'est-à-dire que on a beau parler de on est mal parti. Je ne vois pas comment faut parti politique qui ont accepté prendre le recul qu'il faut
nous faisons ça aux confiance, continuer à faire confiance, quitter ou prendre décision qui vient pour prendre dans l'intérêt pays. Oui, mais est-ce que c'était principale motivation yo, si c'est ça, les dés sont pipés dès le début, donc ça pourra la éclater puis devant. On est en train de perdre du temps encore. Oui. Bon, en tout cas, on suit la réalité. On souhaite que le sens de la raison s'imposera. Monsieur Chauvet, merci infiniment pour disponibilité à Métropole. Bonne fête encore une fois, malgré tout, au journal Le Nouvelliste. Et bonne fête à toute la presse en général, dans l'occasion toi, Méa. Et puis avant de nous séparer, tu me dis que au moins une petite bonne nouvelle. La petite bonne nouvelle, c'est que Terminal Vareux confirmé que il y a un tanker qui est arrivé, c'est MTC Lavi, il est arrivé hier à 19h24. Tant que ça a débarqué Kouniela diesel avec gasoline, il y a 2 autres tankers qui sont radlan qui attendent pour y accoster. Donc, les gens qui ont un gallon de gaz dans la rue, attention. Gaz l'arrivée dans Vareux, mais il n'y a pas sorti Vareux jusqu'à présent. Il n'y a pas sorti, mais la police mène une opération avant-hier. Il mène une opération, mais... Non, l'accès est dégagé. Pour combien de temps? Pour combien de jours? Là, écoutez, je n'ai pas cette question. Non, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Oui, donc, c'est finalement, vrai. Et encore, c'est un rapport de force entre les gangs armés et la police. C'est-à-dire, est-ce que la police a prêté, l'a sécurisé indéfiniment? Est-ce qu'ils ont les moyens pour cela? En tout cas, il était bloqué pendant environ une semaine. Oui. Monsieur te prend clé camion. Non, oui. La preuve, c'est que malheureusement, il y a de la casse pour déplacer ces immenses tankers. Il y a eu de la casse, c'est-à-dire ça qui capotait, qui a poussé. L'intervention n'a pas été une intervention sans heurts. Sans heurts, voilà. Monsieur Chauvet, merci encore une fois. Merci Wendell, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Max Chauvet, PDG du journal Le Nouvelliste, était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.